corps, il te parle est un balado qui propose de mettre l'intuition au cœur de nos décisions. Bienvenue au balado Écoute ton corps, il te parle. Je suis Kamal Edenel Kébir, étudiant à la maîtrise en sciences de l'activité physique. Et je suis Karine Paiement, étudiante au doctorat également en sciences de l'activité physique. Aujourd'hui, nous allons parler de la pratique de la pleine conscience. On vous rappelle que l'écoute de ce balado ne remplace pas les recommandations personnalisées d'une ou d'un professionnel de la santé. Alors Karine, dis-moi, dans un premier temps, qu'est-ce que la pleine conscience? Oui, la pleine conscience, c'est le fait de prêter attention au moment présent sans but précis et sans jugement. C'est un peu le contraire d'être sur le pilote automatique et de faire des choses par habitude sans réellement s'en rendre compte. On peut s'imaginer justement le fait de manger en faisant autre chose, en regardant la télé, en étudiant, en étant à l'ordinateur, même sur notre téléphone. Donc ça, ce ne serait pas de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est vraiment d'être dans le moment présent et d'être conscient de ce qu'on fait. Et donc concrètement, quelle serait la différence entre la pleine conscience et l'approche intuitive? Mais en fait, la pleine conscience, c'est un outil qu'on peut utiliser dans l'approche intuitive parce que dans le fond, elle nous permet de nous concentrer sur des stimuli comme nos sensations physiques, mais aussi nos pensées et nos émotions, mais toujours avec une attitude bienveillante. Dans l'approche intuitive, on demande effectivement de se connecter avec ces signaux. Donc, la pleine conscience peut nous aider à faire ça, mais l'approche intuitive ne se concentre pas juste sur le moment présent. Donc, on peut, par exemple, planifier de manger quelque chose maintenant, même si je n'ai pas nécessairement faim, parce que je sais que je n'aurai pas le temps de manger avant 3 ou 4 heures, puis que je sais que je vais avoir faim d'ici là et que je risque d'être affamée au prochain repas. Alors, la pleine conscience, c'est vraiment le moment présent. L'approche intuitive inclut le moment présent, mais est un peu plus globale comme approche. Donc, en gros, la pleine conscience, ce serait l'outil de l'approche intuitive. C'est un outil qui peut être utilisé, mais il peut être utilisé dans d'autres contextes, pas seulement dans l'approche intuitive. On pourrait utiliser la pleine conscience avec d'autres approches que celle de l'alimentation et de l'activité physique intuitive. Et dis-moi, Karine, comment la pleine conscience peut-elle nous aider à manger plus intuitivement? Oui, bien, par exemple, on peut manger en pleine conscience en savourant les aliments. Donc, le fait d'être en pleine conscience va m'aider à prendre le temps d'apprécier ces aliments-là et elle va aussi me permettre d'observer mes pensées sans jugement. Donc, plutôt que de me perdre dans des pensées qui peuvent être rigides, qui peuvent générer des émotions désagréables, par exemple, m'amener à être dans la culpabilité, elle va plutôt me permettre de profiter de cet instant-là, d'observer mes pensées, d'observer peut-être les émotions qui vont être présentes, mais sans en souffrir. Et elle peut aussi m'aider à me concentrer sur les textures, les odeurs, les saveurs des aliments que je consomme, ce qui fait en sorte que je vais probablement être plus satisfaite des aliments que je vais consommer. La pleine conscience peut aussi m'aider à prêter davantage attention aux signaux de faim et de rassasiement, puis comment ces signaux-là se manifestent dans mon corps. Donc, le fait de me concentrer sur ce qui se passe dans mon corps, dans le moment présent, ça peut m'aider à reconnaître plus facilement qu'est-ce que ça représente, ce niveau de faim-là, comme besoin nutritionnel. Donc, si j'ai faim à ce niveau-là, disons, est-ce que j'ai besoin d'une collation? Est-ce que j'ai besoin d'un repas léger? Est-ce que j'ai besoin d'un repas plus soutenant? Puis, ça va aussi m'aider à mieux reconnaître les sensations dans mon corps quand je me rapproche du rassasiement. Donc, de savoir que, OK, j'ai encore un peu faim, mais un petit peu moins qu'au début. Alors là, peut-être que j'ai bientôt terminé plutôt que de manger, encore une fois, un peu sur le pilote automatique puis de finir mon assiette sans m'en être rendu compte. Ok, super. On vient de voir donc sur l'alimentation. Et au niveau de l'activité physique intuitive, comment la pleine conscience peut nous aider? Oui, bien, en fait, la pleine conscience va nous aider à observer les sensations qui se passent dans notre corps. Donc, ça peut nous aider à reconnaître c'est quoi l'inconfort physique qu'on peut ressentir quand on fait un effort physique. Parce que, bien, c'est normal de sentir que nos muscles brûlent, qu'on est essoufflé. Donc, c'est normal de sentir un certain inconfort. Mais ça va aussi nous aider à apprécier davantage l'état de bien-être qui s'ensuit. Et l'autre chose aussi, c'est que ça peut nous aider à faire la distinction entre un inconfort qui est normal versus quand que l'inconfort il devient trop grand puis que finalement, ça peut devenir même un risque de blessure. Alors, la pleine conscience va nous aider à identifier comment notre corps réagit à l'activité physique. Bref, on peut utiliser l'activité physique intuitive de plusieurs façons et la pleine conscience est vraiment un outil parmi d'autres qui peut nous aider à nous reconnecter dans notre corps pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et est-ce que la science a démontré des effets de la pleine conscience, Karine?
Oui, bien, en fait, de pratiquer la pleine conscience, ce serait associé à une meilleure conscience interoceptive, donc une meilleure perception des signaux internes de notre corps. Et c'est sur ça qu'on veut travailler justement en alimentation et en activité physique intuitive. Puis ce serait aussi associé à une meilleure régulation émotionnelle, à moins de comportements alimentaires troublés. Donc ça, c'est pas nécessairement avoir un trouble de comportement alimentaire diagnostiqué, mais plutôt d'avoir des comportements alimentaires qui sont inappropriés. Donc, par exemple, de s'imposer des restrictions ou encore d'avoir des épisodes d'hyperphagie. Donc ça, c'est une consommation de grandes quantités de nourriture en peu de temps. Et finalement, la pleine conscience, ce serait aussi associé à une meilleure qualité de vie. Alors, on gagne vraiment à l'intégrer dans notre quotidien. Donc, en résumé, la pleine conscience va nous permettre de nous concentrer sur les signaux internes de notre corps et donc de prendre conscience de nos pensées et de nos émotions sans jugement, sans frustration. En observant ces stimuli avec bienveillance, on arrive donc à être davantage à l'écoute de notre corps. Et sinon, dis-moi Karine, comment allons-nous intégrer la pratique de la pleine conscience dans un horaire déjà chargé? Moi, par exemple, ma semaine est assez remplie. Comment je pourrais intégrer ça à ma semaine? Oui, bien, c'est sûr que la pleine conscience, ça passe par souvent de la méditation. Et parfois, on a l'impression que la méditation, pour que ça vale la peine, il faut qu'on en fasse pendant des heures et des heures. Mais dans les faits, on peut faire des pratiques très courtes de méditation et il existe plusieurs méditations autoguidées, des applications mobiles ou encore des vidéos sur YouTube. Alors, on peut trouver des pratiques beaucoup plus courtes. Un 5 à 10 minutes, ça peut être suffisant. Puis ça, bien, on a tous un petit 5 à 10 minutes de moins à passer sur notre téléphone cellulaire ou sur notre ordinateur qu'on peut se permettre d'investir dans notre santé. Un truc que je peux donner également, là, au-delà de l'horaire, c'est aussi l'environnement dans lequel on va le faire. Donc, si on veut avoir une pratique qui est bénéfique pour nous, il faut qu'on le fasse dans un environnement qui est plus optimal, donc dans un environnement qui nous permet d'être tranquille, sans distraction, puis qui nous permet de nous poser puis d'arriver vraiment dans notre moment présent. Et finalement, la dernière chose qui est probablement la plus importante, c'est de se rappeler le pourquoi on veut le faire. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va répéter cette habitude-là. Alors, est-ce que j'ai besoin de réduire mon stress parce que j'ai une pression de performance, que ce soit au travail ou à l'école? Est-ce que j'ai besoin de me reconnecter avec mon corps? En parlant d'alimentation puis d'activité physique intuitive, est-ce que j'ai l'impression que tout ça, c'est des concepts qui sont vraiment loin de moi parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, comment reconnaître ses besoins? Ou est-ce que c'est juste par curiosité? J'ai envie de découvrir c'est quoi la pleine conscience, comment je peux l'appliquer dans mon quotidien. Alors, se rappeler notre pourquoi, avoir un environnement qui est adéquat, puis de planifier des courtes durées qui vont entrer dans notre horaire parce que, bien, évidemment, on a tous un petit peu de temps à consacrer si on en a envie, si on en ressent le besoin. Donc ici, tu nous dis comme quoi ça peut être assez court, 5-10 minutes par exemple, une fois tous les jours, tous les 2-3 jours ou par semaine. Mais est-ce que c'est difficile de pratiquer la pleine conscience, justement? Ça peut être difficile si ça amène des pensées qui sont négatives parce que, bien, on se retrouve seul avec nous-mêmes, hein, puis des fois, ça peut amener des pensées qui sont un petit peu plus dures là, à vivre. Je peux donner un exemple. Quand on fait des méditations guidées, parfois, on va demander de se concentrer sur certaines parties de notre corps. Je peux prendre, par exemple, notre ventre. Des fois, il y a des gens pour qui c'est une partie qui est sensible, dans le sens où on n'aime pas notre ventre. Il n'est pas comme les critères des idéaux de beauté de la culture des diètes. Puis, on n'a pas envie de sentir notre ventre se gonfler dans notre respiration parce qu'on a l'impression, justement, que notre ventre, il est plus gros puis on n'est pas nécessairement à l'aise avec ça. Alors oui, ça peut être difficile de pratiquer la pleine conscience si ça nous amène à avoir des pensées où on va se juger puis on va se sentir mal dans tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire si ça nous arrive? Par exemple, si durant la méditation, je me concentre sur mon ventre que je n'aime pas. Bien, ça va varier selon le degré d'inconfort, hein. On peut essayer de le tolérer même si ce n'est pas agréable. Alors, on peut essayer de rationaliser ses pensées en se rappelant que bien, c'est normal que mon ventre se gonfle durant ma respiration parce que bien, il faut que l'air entre dans mon corps. Et je ne devrais pas me sentir mal que mon ventre ne soit pas parfaitement plat. Par contre, si c'est très confrontant, là, si ça amène plus de négatif que de positif de faire ma pleine conscience en me concentrant sur certaines parties de mon corps, bien, ça peut être préférable de passer à une autre méditation, passer à une autre type d'exercice qui va nous aider aussi à nous connecter puis à faire de la pleine conscience, puis à revenir à notre ventre, par exemple, peut-être dans une prochaine tentative de pleine conscience. Et finalement, si on parle plus d'inconfort, mais on parle vraiment de souffrance puis que ça génère beaucoup de pensées négatives,
À ce moment-là, ça peut être nécessaire de consulter un professionnel de la santé pour en discuter. Et si on essaye de pratiquer la pleine conscience en mangeant, est-ce qu'on pourrait aussi avoir ce genre de jugement envers nous-mêmes en lien avec les aliments? Oui, bien définitivement, si on essaie de se concentrer sur le moment présent pendant qu'on mange, il peut y avoir certaines pensées liées à la nourriture qui vont nous rendre, disons, inconfortables. Par exemple, je pourrais me dire que j'aurais pas dû me servir de tel aliment ou en telle quantité et me sentir un peu coupable par rapport à ce que j'ai dans mon assiette pendant que j'essaie de me concentrer sur le moment présent. Puis ça, bien souvent, ça va être associé à la peur de prendre du poids. Et c'est assez commun parce qu'on vit dans une société qui met beaucoup de l'avant le paraître, la performance et même la santé. Puis on se rappelle que même si on n'a jamais fait de diète en tant que telle, bien, la culture des diètes, elle est omniprésente et elle va nous influencer sur différents niveaux. Et un des principes de l'approche intuitive, c'est justement d'apprendre à reconnaître et à défier ce discours interne-là qui peut nous amener vers la restriction parce que c'est ça qui va nous empêcher de faire la paix avec la nourriture et l'activité physique. Alors de le reconnaître et de le défier, ça va nous amener vers une relation qui est un peu plus saine dans l'approche intuitive. Et dis-moi, Karine, quel serait donc l'impact d'avoir un discours interne influencé justement par la culture des diètes? Oui, bien, c'est vraiment, ça va nous amener à avoir des pensées qui sont très rigides, puis ça va nous mener vers ce qu'on appelle la restriction cognitive. Donc, ça peut faire en sorte qu'on va ignorer nos signaux corporels pour se fier plutôt à des facteurs externes. Alors, je vais me fier plutôt à mes pensées pour déterminer mes apports alimentaires, pour décider quoi manger. Puis si la restriction cognitive, là, ça peut fonctionner à court terme pour contrôler ou perdre du poids, si je veux restreindre mes apports alimentaires, bien, ce que la littérature démontre, c'est qu'elle est vraiment davantage associée à un gain de poids à moyen-long terme, puis dans un contexte où on voudrait perdre du poids ou qu'on aurait peur d'en prendre, bien, ça restreindre, souvent, ça a l'effet inverse. Puis ça peut rapidement devenir problématique parce que bien, on peut observer qu'on va avoir des pensées très dichotomiques, donc de classer les aliments comme bons ou mauvais pour la santé. Puis si on a l'impression de devoir se contrôler pour éviter de trop manger, bien là, c'est un peu un signe d'une relation qui est peut-être un peu troublée là, avec la nourriture. Et la restriction cognitive, c'est pas juste de s'empêcher de manger certains aliments, c'est aussi d'en manger, mais de se sentir coupable de le faire ou encore s'en permettre, mais seulement dans certains contextes. Puis, ce que la littérature nous indique, c'est que la restriction cognitive, ça peut nous mener vers des excès alimentaires parce que, bien, finalement, on se donne le droit, entre guillemets, de manger des aliments. Alors, tant qu'à en manger, on se lâche lousse. Et si maintenant, on essaye de se libérer justement de cette restriction cognitive, est-ce que la pleine conscience peut nous aider et comment peut-elle nous aider? Oui, bien, en fait, elle peut nous aider parce que ça va nous amener à nous questionner sur l'origine de ces pensées. Donc, pourquoi je crois que tel ou tel aliment, il peut nuire à ma santé? Pourquoi est-ce que je crois que j'ai pas le droit de me resservir si j'ai encore faim? Ou pourquoi j'ai l'impression que j'ai le droit de manger tel aliment seulement dans telles circonstances ou dans telles conditions? Une fois qu'on a identifié ces pensées-là, on essaie de les reformuler de façon plus neutre et objective. Si je crois que de manger tel aliment va faire en sorte que je vais développer le diabète ou un cancer, c'est important que je relativise. Un aliment à lui seul ne va pas déterminer ma santé, à l'exception peut-être si j'ai une allergie alimentaire ou si l'aliment il est avarié. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, on évite. Mais sinon, les aliments en tant que tels, c'est vraiment la somme qui va déterminer la qualité de notre alimentation finalement. Et rappelons-nous que la santé, c'est la somme, oui, de nos habitudes de vie, mais aussi d'une multitude d'autres facteurs. Alors, si je me donne le droit de manger un aliment, même s'il est peut-être moins intéressant d'un point de vue nutritionnel, ça ne va pas faire en sorte que mon alimentation est déséquilibrée ni que ma santé globale sera directement affectée par ce seul aliment-là. C'est vraiment, comme je le disais, le portrait global là, qui va déterminer la qualité de mon alimentation. Puis, bien, au contraire, si j'ai envie de manger un aliment et que je prends le temps de l'apprécier, de le savourer, bien, je risque d'en manger de façon peut-être un peu plus raisonnable et d'y penser moins souvent. Donc, quand je serai devant cet aliment-là, je ne vais pas me sentir obligée de finir la boîte ou le sac en me disant que de toute façon, là, c'est la dernière fois que j'en mange puis je n'en remangerai pas avant vraiment longtemps. C'était juste une exception. Et est-ce que notre discours interne, s'il est grandement influencé par la culture des diètes, comme on a vu, peut aussi nuire à notre relation avec l'activité physique? Oui, parce que bien, si je me fie à la culture des diètes, je pourrais croire que bien, faire de l'entraînement, ça vaut la peine uniquement si je transpire, que c'est vraiment difficile, voire même que c'est souffrant, la fameuse expression « no pain, no gain » entre guillemets, et qu'il faut que j'aille un minimum de 1 heure d'entraînement, un minimum de X nombre de fois par semaine, que sinon, bien, ça ne vaut pas la peine. Bien, ça peut m'amener dans 2 extrêmes. Soit j'essaie de m'entraîner, mais je me décourage parce que bien, je n'ai pas de plaisir à le faire, j'aime pas ça nécessairement aller au gym puis souffrir.
Puis j'ai l'impression que ça vaut pas la peine si je le fais pas suffisamment. Donc, je me décourage, puis j'arrête simplement de m'entraîner. Alors, je retourne plus du côté de la sédentarité. Ou le deuxième extrême, ce serait de tomber dans ce qu'on appelle la rigidité à l'entraînement, c'est-à-dire de m'entraîner de façon vraiment rigoureuse, peut-être même un peu trop, parce que j'aspire toujours à en faire plus, puis que je me sens coupable si je prends une journée de congé, et ce, même si elle est planifiée à mon horaire d'entraînement, parce que ça fait pas de sens pour moi de ne pas m'entraîner pendant une journée. Et en essayant de pratiquer la pleine conscience durant nos entraînements, j'ai l'impression qu'on risque d'être davantage confronté à ce genre de pensée. Définitivement, en fait, pendant que je m'entraîne, c'est possible que des pensées issues de la fameuse culture des diètes me défient et me disent que je ne devrais pas écouter mon corps, que c'est mon mental qui est faible, que mon corps serait capable d'en prendre davantage. Puis là aussi, ça va être important de reformuler ces pensées-là et de les questionner. Donc, est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est vrai que je serais capable de me pousser un peu plus pour sortir de ma zone de confort et peut-être d'en tirer plus de satisfaction? Ou est-ce qu'au contraire, je vais me sentir coupable si je ne le fais pas, puis là, c'est peut-être pas quelque chose qui est nécessairement sain. Est-ce que c'est vrai qu'il faut absolument souffrir sans quoi l'activité physique n'a rien servi? Je ne crois pas. Il faut se rappeler que le fait de bouger, en soi, c'est d'interrompre notre temps sédentaire, puis c'est déjà une victoire. Donc en résumé, la culture des diètes peut nous amener à nous déconnecter de notre corps via la restriction cognitive et la rigidité à l'entraînement. Et la pleine conscience, à l'opposé, peut nous aider à observer ses pensées et à prendre conscience qu'il s'agit de pensées et non de faits. C'était vraiment intéressant d'aborder ce sujet-là avec toi, Karine. Aurais-tu un truc pour nous aider à nous libérer de nos règles ou de nos pensées rigides? Oui, bien, au cours des prochains jours, ce qui serait intéressant, c'est d'abord de les identifier, d'essayer de porter attention à c'est quoi le discours que j'ai envers moi-même en lien avec les habitudes de vie. Puis, une fois que j'arrive à identifier qu'il y a peut-être ce genre de pensées-là qui sont un petit peu plus rigides, mais d'essayer de les reformuler de façon neutre. Puis, quand j'observe ce discours un petit peu plus négatif-là, bien, je peux me poser la question, est-ce que je parlerais comme ça à un ou une amie ou à quelqu'un que j'apprécie? Et si la réponse est non, bien, évidemment, on essaye de le reformuler un petit peu de la même façon qu'on parlerait à quelqu'un qu'on aime. Merci beaucoup, Karine. Je vais essayer ça durant la semaine et je te donnerai mon avis là-dessus. Et on se retrouve alors dans les prochains épisodes de Balado pour continuer d'explorer l'approche intuitive.